c'est peut-être la dernière fois que je vous en parle en introduction. Google Podcast ferme ses portes. Donc, si vous voulez continuer à nous suivre, et je suppose que si vous m'entendez là maintenant, c'est que vous avez quand même un petit intérêt à écouter nos épisodes, je vous conseille d'aller regarder sur lestechno.be pour voir sur quelle application vous pouvez nous trouver, à peu près toutes les applications de podcast par ailleurs, également sur YouTube si vous le désirez. Et donc là, faire un nouvel abonnement comme ça, on est sûr de ne pas perdre le contact, et c'est important de garder le contact. Pour cet épisode, nous avons deux chroniqueurs, comme chaque fois. Un Suisse habillé comme un Breton, à ma gauche. C'est-à-dire, voilà. Il a trouvé le moyen de nous envoyer des petits emoticons dans l'image que nous partageons, et que vous pouvez voir de temps en temps si vous allez sur YouTube, puisque j'en parlais juste à l'instant. C'est Thierry, évidemment, en direct de Suisse. Et puis à ma droite, un Belge installé en Suisse. Non, en France, pardon. Pas encore en Suisse. C'est l'étape suivante. Après la Grande-Bretagne, après l'Amérique du Sud, etc. C'est la Colombie. Peut-être la Suisse sera la prochaine étape. Qui sait? C'est Sébastien. On a plein de trucs à dire. Il y a plein d'actualités. Il y avait plein d'actualités cette semaine. Il y avait beaucoup de choses. On est très bavard, vous le savez. C'est le principe. C'est qu'on parle beaucoup, qu'on commente l'actualité sous forme d'une revue de presse. C'est la première partie d'épisode, évidemment. Et puis, en seconde partie d'épisode, un sujet un petit peu plus complet concernant cette semaine le rendez-vous Microsoft annuel, Build annuel ou biannuel, je ne sais plus. De temps en temps j'ai un doute, je me demande s'il n'y en a pas 2 par an maintenant des Build, mais c'est le dernier en tout cas qu'on abordera parce qu'il y a eu quand même des annonces à toute fraîche du Microsoft Build 2024, assez logique après avoir parlé la semaine dernière de Google I.O. On se devait aussi de parler de Microsoft et de ses annonces, et vous allez constater dans cet épisode qu'il y en a quand même des annonces et pas des moindres, et ça fait bien plaisir aussi. Ça nous donne du grain à moudre, comme on dit dans ces conditions. Est-ce que l'un de vous, avant que nous entamions cet épisode, réellement a quelque chose à dire pour sa défense Oui. Ah, Dépêchez-vous parce qu'il y a bientôt plus Google Podcast. Je sais oui, ça, c'est bien d'insister. C'est le temps de retard de la Suisse, tu sais. Oui, c'est ça, latence. Et j'ai été voir la date pendant que vous parliez, c'est le 23 juin, donc on a encore eu un mois exactement, 4 semaines tranquille. Pour Google Podcast. Ah ben voilà, donc 23 juin, moi je pensais que c'était début juin. Moi, moi aussi, donc, j'avais l'impression que c'était plus tôt, mais non, ils disent 23. Moi, ça m'arrange. J'ai une intro toute trouvée pour les futurs. Pour les 4 prochaines semaines. Pendant tout un mois. mais pour regarder un petit peu le peu de statistiques qu'on a sur nos épisodes, et pour les regarder de temps en temps, je constate quand même que effectivement, vous êtes de moins en moins nombreux à nous écouter via Google Podcast au profit de plein d'autres applications. Je ne vous donne pas de préférence parce que voilà, on n'est pas là pour les vendre, mais vous les connaissez certainement déjà. Donc, je vous invite à faire la transition, la migration. Dès que vous le pouvez, et puis l'essayer, vous avez encore un peu de temps, vous l'avez entendu, pour essayer d'autres applications et choisir celle qui vous conviendra le mieux. J'imagine qu'on n'est pas le seul podcast que vous écoutez, donc autant que ça vous agrée à 100%. Si vous le voulez bien, mes petits camarades, on va entamer tout de suite notre abécédaire de la semaine, donc notre revue de presse. Et il y a la lettre S, comme Scarlett Johansson. Déjà, ça commence fort. Sébastien, cette histoire de Scarlett Johansson, certains l'ont peut-être vu parcourir dans notre veille technologique que nous partageons sur certains réseaux sociaux. C'est une histoire de voix. Oui, elle cherche sa voix au sens propre. Moi, je pense qu'elle l'a trouvée, mais... Alors, c'est une histoire en plusieurs épisodes, c'est une histoire à tiroir. Premier acte, c'est un film, il y a très longtemps, je ne sais pas quelle année c'est sorti, c'est un film qui s'appelle Her, donc H-E-R, qui raconte la relation d'un homme middle-age, comme on dit, célibataire, avec une intelligence artificielle qui est omniprésente, que ce soit dans la rue, dans la maison, etc. C'est un peu un mix entre ce que peut faire Alexa ou Google Home et de l'intelligence générative aujourd'hui. On est presque à ce genre de technologie. C'était tout à fait de la science-fiction il y a quelques années quand le film est sorti. On en est de plus en plus près. Et c'est... merci Thierry pour la précision, 2013, donc il y a 11 ans
seulement. Et c'était Scarlett Johansson qui faisait la voix. On la voyait pas dans le film, mais c'est elle qui faisait la voix de cette intelligence artificielle dont le personnage principal, c'est pas, je ne spoil pas en disant ça, tombe amoureux. Il crée vraiment une relation avec son IA. Deuxième acte, c'est cette semaine ou fin de la semaine passée, conférence de presse, keynote de OpenAI, la société derrière ChatGPT, qui présente ses nouveaux modèles, ses nouveautés, une nouvelle application que vous pouvez utiliser également et qui est bluffante d'ailleurs, j'ai essayé, parce qu'ils appliquent vraiment le principe du multimodal, donc on peut lui parler avec la voix, on peut lui écrire, on peut lui montrer des images ou des vidéos et elle intègre tout ça dans la conversation. La démo qu'il faisait pendant la keynote était assez étonnante, on lui demandait de résoudre une équation et on écrivait l'équation sur un papier et il montrait avec l'appareil photo l'équation. J'ai vu ça. Et le truc faisait la résolution, on lui demandait de le faire étape par étape, pas juste donner la solution, et donc il expliquait chaque fois les étapes, c'était assez bluffant. Mais la grosse différence avec la version précédente de l'application, c'est que maintenant on peut lui parler et elle nous répond. Alors là, j'ai déjà cité Google Home et Alexa, c'est pas nouveau, sauf que la voix est bien foutue, est vraiment bien foutue, et il se trouve qu'elle se ressemble assez fort à la voix de Her de Scarlett Johansson, un peu trop fort d'ailleurs, au point que Scarlett Johansson a dit mais c'est ma voix là que vous imitez et je vous ai pas donné l'autorisation, et donc elle est en train de faire un petit scandale autour de ça. On sait pas encore si ça va aller en justice ou pas. À son corps défendant, Sam Altman, le boss de OpenAI, je travaille avec OpenAPI pour le moment et je confonds tous les deux. OpenAI, sans le P, lui avait demandé par 2 fois l'autorisation d'utiliser sa voix à elle pour faire la voix synthétique qui s'appelle Sky, et par 2 fois elle a dit non. Et Sam Altman ne se cache pas que Her est sa principale source d'inspiration pour cette nouvelle version, cette nouvelle mouture de ChatGPT. Il faudrait il faudrait dire à Sam Altman, quand une femme dit non, c'est non. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Alors, dernier rebondissement ce matin dans un article du Washington Post qui est sorti pendant la nuit, qui malheureusement est derrière un paywall. Donc, soit j'ai vu. Vous devez prendre un abonnement, soit il y a moyen de contourner ça aussi, mais je vous le conseille pas. Le Washington Post, les journalistes ont investigué et ont retrouvé la voix, l'actrice qui a prêté sa voix pour faire la voix de ChatGPT, parce que vous le savez, vous le savez peut-être pas, pour faire des voix synthétiques comme ça, il faut des vraies personnes derrière qui enregistrent un corpus de phrases et de sons, pas nécessairement structurés d'ailleurs, ça peut être juste des sons, O, un, et, etc. Et à partir de tous ces petits exemples, l'IA va recombiner ces phonèmes individuels pour recréer une voix. Donc il y a des vrais artistes vocaux derrière les voix que vous entendez sur vos appareils connectés, y inclut ChatGPT. Et donc cet artiste, elle dit quoi? Que jamais on lui a mentionné Scarlett Johansson, que jamais on lui a mentionné Her, qu'on lui a pas demandé d'imiter ça, que c'est sa voix à elle, qu'elle parle comme ça, et le journaliste confirme après avoir fait l'interview qu'effectivement elle parle comme ça, c'est sa voix. Il se trouve que ça ressemble effectivement à la voix de Scarlett Johansson dans Her. C'est pas la voix de Scarlett Johansson dans la rue quand elle va acheter de la baguette en bas de la rue, c'est la voix qu'elle a pris pour faire ce personnage qu'est Her dans ce film d'il y a 11 ans. Mais l'article du Washington Post dit aussi que ça se plaide, c'est pas la première fois qu'il y a eu des procès dans le genre. Il cite un exemple d'une pub pour Ford, j'ai plus l'extrait exactement sous les yeux, c'est quelque part dans ce long article, où n'ayant pas eu l'autorisation de l'acteur pour faire la pub pour Ford, Ford avait pris un imitateur pour imiter la voix d'eux, et l'acteur n'a pas vraiment apprécié et a fait un procès et il a gagné. Donc il y a des précédents juridiques. On ne sait pas encore si Scarlett Johansson, à l'heure où on enregistre, là on est jeudi soir le 23 mai, va lancer une action en justice ou pas, mais s'il le fait, je crois que ça sera un tournant et un point d'inflexion intéressant pour ce genre de technologie. Moi, au-delà de la technologie, ce que je trouve dérangeant de la part de Sam Altman, c'est que il a posé la question une fois, on lui a dit non. Il a posé la question une deuxième fois, il a le droit de leur poser la question, et c'est toujours non. Et puis, au troisième coup, là, je vais pas poser la question, même si, effectivement, il n'y a pas d'intention, mais je cherche quand même à faire cette voie-là, je vais trouver quelqu'un qui le fait bien, machin, etc. De toute façon, on le ferait une fois que, comme tu le disais, les éléments sont dans la machine, les intonations, etc. Ça vient plus de la machine que de la voix. Ça vient de la machine et de l'intelligence artificielle, et il peut le faire parler à la façon de
here et arriver à ses fins. C'est malsain. Je suis désolé de le dire, mais c'est malsain. On te dit non, c'est non. Tu trouves une autre solution. Va chercher L2000. Tu vois. Mais enfin, je sais pas. Je trouve ça malsain. Et quand on fonctionne comme ça, juste pour une bêtise aussi, parce que c'est bête. Faut être honnête. J'ai un peu peur que ce soit un peu comme ça pour des trucs peut-être plus sensible et encore plus éthiquement contraignant, je vais dire. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, une petite opinion là-dessus ou... Oui, j'ai une petite opinion parce que je pourrais jouer les sales langues puisque j'ai retrouvé la date exacte, c'était le 9 janvier dernier que plusieurs acteurs d'Hollywood, la SAG, la Screen Actors Guild, qui avait signé un accord pour justement régenter, on va dire, tout ce qui était utilisation de leur voix contractualisée avec une boîte qui s'appelle Replica Studio. Alors, partant de là, je me suis dit que à l'époque, quand il y avait eu cette annonce, ça veut dire c'est cadré et ça va un petit peu les protéger parce que ça va probablement se faire avec d'autres studios, avec l'usage de l'AI en général. Terme. Moi, j'ai envie de dire que peut-être là, il y a des petits sous à gagner. Et puis, elle a raison. Peut-être qu'il y a. Ouais, je pense que je sais pas si elle court après le pognon. Je sais pas si. J'ai pas l'impression qu'elle court après le pognon. C'est juste que. Mais marquer le coup, parce que par rapport aussi, il faut être cohérent. Ils se sont quand même tous mis en grève. Enfin, en tout cas, les comédiens de doublage, etc. Enfin, de toutes sortes de choses. Enfin, il y a eu quand même pendant 6 mois, ça a mis quand même l'industrie de la télévision et du cinéma un petit peu, pas un petit peu carrément entre parenthèses. On voit qu'il y a plein de séries qui sont arrêtées au milieu et on commence seulement maintenant à les recevoir pour les doubler en français. Donc la machine se remet progressivement en route après cette période assez compliquée. Il fallait sans doute le faire. Moi, je pense que c'est juste une parenthèse et qu'à un moment ou un autre, ça va revenir sur la table et ce genre de situation-là, si ça permet de créer un précédent juridique qu'on va pouvoir dire attention, là c'est le cas, c'est un dossier Johansson, c'est un cas Scarlett, ça sera peut-être le cas Scarlett demain, oui, il y aura jurisprudence et ce sera tout bénéfice, j'ai envie de dire, pour les gens dont c'est le métier et qu'il faut un minima un peu protégé quand même, quoi. Même si je pense que sur le long terme, c'est un peu voué à l'échec, mais bon, ça c'est un autre débat. Si vous avez une opinion sur le sujet, comme toujours, vous n'hésitez pas à commenter cela sur notre site, lestechno.be, ou en commentaire de la vidéo, par exemple, sur YouTube, c'est bienvenu aussi. On lit tout, de toute façon, on est toujours un petit peu ouvert à tout. Donc, voilà. Tiens, la lettre S. Ah oui. Avec un Sébastien. C'est bientôt S. fini. C'est bientôt fini, on est déjà à la lettre S. Alors, avec un mot bizarre, c'est Scion. Alors, ça s'écrit S-C-I-O-N. C'est un sujet suisse. Et comme disait Sébastien en off, on aurait pu dire Skion, parce que ça aurait du sens aussi. Mais non, c'est Scion. Internet est plus sécurisé pour les entreprises. Voilà, exactement. Voilà, tout est dit. Au revoir, à la semaine prochaine. Non, j'ai appris quelque chose avec ce partage de news, puisque Scion, pour utiliser la langue de Shakespeare, est une technologie suisse. Donc, je suis très content de pouvoir dire que non seulement ça commence par un S, mais S comme Suisse également. C'est l'école polytechnique de Zurich qui a travaillé là-dessus. J'ai appris quelque chose, c'est que ça fait maintenant déjà quelques années que certaines banques, que SIX, vous le connaissez peut-être, c'est l'organisme de paiement, de transactions. Ça gère aussi, par exemple, les transactions qu'il y a sur les petits terminaux de paiement et ce genre de choses. Utilise depuis quelque temps cette technologie. On va plutôt parler d'architecture. On nous vend ça. D'ailleurs, une des ressources que je vous ai partagées, c'est le célèbre, alors je dis célèbre, c'est célèbre ici, c'est Finance Suisse. C'est un petit peu notre CNN Finance ici en Suisse. Ça a l'avantage d'être en anglais, donc vous aurez tout loisir de bien comprendre ce qu'il en est. Ils sont allés à la rencontre justement d'un des initiants de cette technologie. Ça a la particularité de revoir l'architecture de l'Internet. C'est d'ailleurs très drôle puisque dans l'interview on parle de Herzog et de Moron. Peut-être que les aficionados de l'architecture sauront qui sont ces personnages hautement reconnus dans le monde de l'architecture. Et puis pour essayer de vulgariser en quoi consiste Scion, en gros, c'est
canaliser la transaction, pas par un VPN, mais plutôt d'encapsuler son chemin. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, vous êtes en train de surfer, faire une transaction, vous êtes en train de vous balader sur Internet, vous êtes par exemple à Bruxelles et puis vous voulez aller voir un site Internet aux États-Unis, peut-être que votre transaction, elle va passer par l'Allemagne, après elle va rebondir en Hollande, peut-être qu'elle va traverser la mer à ce moment-là, elle va enfin atterrir à quelque part aux États-Unis et puis atterrir sur le site. Scion, c'est la particularité d'encapsuler le chemin pour dire « je suis à Bruxelles, je dois communiquer à New York », eh bien cette transaction va se faire d'un point A à un point B sans que ça soit visible, sans que ça soit attaquable. Une des facultés justement de cette architecture, c'est d'éviter les DDoS, c'est d'être plus ou moins complètement transparent, invisible plutôt, par exemple pour du VPN d'entreprise, puisque là, on ne va pas pouvoir venir interconnecter des pinces crocos pour écouter la ligne en double ou bien pour intercepter le message, un peu comme une carte postale qui partirait à la poste et qui va passer de poste de tri en poste de tri. La nouvelle, c'est que c'est suisse. La nouvelle, c'est que ça fait déjà quelques années que c'est mis à contribution. Et la nouvelle que je partage aujourd'hui avec vous, c'est que ça y est, maintenant, les opérateurs suisses, il y a les plus importants, on va dire, avec Swisscom et Sunrise, qui s'y mettent. Alors, est-ce qu'ils vont proposer ça à leurs clients en B2B ? Est-ce que c'est pour monsieur, madame, tout le monde ? Dans l'interview, l'initiant, le gars qui est à l'origine de cette technologie, qui va, à mon avis, intéresser pas mal de boursicouteurs, dit que c'est difficile, après avoir touché cette technologie, de revenir en arrière à un Internet, entre guillemets, normal. Mais ça fait plaisir de voir que la sécurité sur Internet peut se réinventer. Maintenant, me demandez pas comment techniquement c'est fait, c'est très opaque, c'est pas forcément facile à trouver comme info, mais en gros, je ne savais pas, on peut maintenant avec Internet rebâtir une architecture de communication différente que ce que nous propose de base le transfert IP comme on le connaît depuis des dizaines d'années. Voilà. Et il y a fort à parier que ça va faire des petits. Seb, un avis, une question, une remarque. T'as déjà creusé un peu cette question ou pas Non, justement, je découvre là maintenant. C'est flou, hein. Pendant que Thierry parlait, je cherchais. Donc j'ai trouvé le site web. Il y a une spécification, mais c'est une spec, donc il faut se la taper, il faut se la lire. Ça va demander un peu de temps. Donc je suis incapable. Je comprends juste à haut niveau sur le site web, la manière dont il présente, je comprends pas ce que c'est. Est-ce que c'est un remplacement de VPN ? Est-ce que c'est je sais pas. Donc, mais j'ai trouvé la spec. Je vais regarder. C'est vendu dans l'idée qu'il n'y a rien à changer. Donc une société, par exemple, qui a des multisites, n'a pas à investir dans un matériel supplémentaire. Donc par exemple, on imagine un headquarter à New York et puis une filiale à Bruxelles. Eh bien, en fait, on va juste souscrire les services de cette technologie, de cette architecture, je préfère l'appeler comme ça. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il parle de l'architecture dans la rue pour dire que oui, ça se réinvente, on peut revoir des choses. Et oui. Maintenant, pour te répondre, effectivement, c'est super opaque. C'est comment ça marche, comment ça fonctionne, comment c'est construit. Ça, c'est la vraie question. Le peu que je comprends, moi, en lisant en diagonale les différents articles qu'on vous partage d'ailleurs, qui sont dans les notes de ce podcast, c'est que scion.org. Voilà. C'est pour réduire au maximum le flanc aux différentes attaques, comme les VPN par exemple et autres systèmes de communication, de réduire au maximum cette surface d'attaque. Donc voilà, j'entends des dings partout. Je ne sais pas s'il y a un four à micro quelque part. C'est pas chez moi. C'est chez Thierry. Ouais, ça a l'air d'être une technologie super bas niveau réseau, plutôt pour les opérateurs réseau, sur la manière dont on interconnecte les réseaux entre eux, ce qui est la définition d'Internet. C'est l'interconnexion de plusieurs réseaux et du routage de paquets. Donc c'est à ce niveau-là que ça se situe. C'est pas quelque chose pour mettre sur nos appareils à nous, mais voilà, il faudra faire un dossier dans un prochain épisode. Une forme de tunneling ou quelque chose comme ça, enfin un truc qui permette de passer sous les radars, manifestement. Enfin bref, on va pas tergiverser. Si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire parce que c'est certainement très bien, mais c'est difficile d'en tirer des conclusions. Voilà. Et puis c'est très très métier aussi. C'est très centré sur la finance, etc. Manifestement. Bon, passons à la suite. On va un peu changer d'air.
parce qu'il faut changer d'air. Avec la lettre S, comme Sonos par exemple. C'est normal, après R, si on change d'air, c'est S. Quels sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? S comme Sonos. Alors, moi j'ai vu passer la news. J'ai pas de matériel Sonos, même si j'aimerais bien, mais voilà, j'ai pas encore, je sais pas passer le cap, voilà. Mais tout se gère, je le sais bien, avec une application mobile. Et ça, il fallait pas y toucher. Regardez d'abord le titre que je vous ai écrit quand même, quand Sonos attire l'ire de ses fidèles clients. Attire l'ire, c'est pas beau ça? Oh non mais il fallait que quelqu'un leur lève parce que sinon... Attire l'ire, ok. Bon. C'est vrai que c'est pas donné. Sonos. En plus. Sonos c'est quoi? Sonos c'est un système de speakers connectés à la maison qui est très vieux. Hein. Moi j'ai ça depuis 12-13 ans, donc avant techno, mais... la mode des trucs, des trucs connectés d'aujourd'hui, qui se contrôlent par une application. Effectivement, à l'époque c'était une télécommande standard, mais maintenant c'est une application Android ou iOS. La caractéristique de Sonos, c'est qu'on peut grouper des haut-parleurs ensemble, par exemple salle de bain et cuisine, et il a un mécanisme interne de synchronisation des streams qui fait qu'il n'y a pas d'écho, qu'il n'y a pas de décalage de son. Ce qui est important pour faire de la stéréo, par exemple. Et notamment, grâce à ça, on peut faire des paires stéréo également, grouper deux Sonos dans une pièce pour avoir un son stéréo. C'est assez cher, il faut le reconnaître. Hein. Un appareil, on est vite à 300-400 € pour un appareil, donc il y en a un peu dans toute la pièce. Mais bon, avec un peu de chance, depuis 12-13 ans que j'ai ça, petit à petit, d'année en année, j'ai pu compléter le système et j'en ai pas mal. Et c'est pas la première fois que je parle de Sonos ici. Non, on a déjà parlé de Sonos plein de fois. On a même fait un hors-série à une époque Sonos parce que la gamme s'était étendue et on avait à l'époque un chroniqueur qui était absolument fan de la marque, donc c'était pas du tout un contenu rémunéré si vous voulez, donc c'était juste par plaisir d'en parler, et il était passé aussi par les archives en gros pour se rappeler de la technologie qui est toujours la même aujourd'hui, hein, et qui a été copiée par Google d'ailleurs. Alors c'est pas que des speakers d'ailleurs, ça peut être aussi des boîtes qu'on connecte à des amplis existants. Donc dans le salon chez moi j'ai un Sonos, mais il est connecté à un ampli. Je dois allumer l'ampli, mettre sur le canal Sonos. En termes de sources de musique, ça prend à peu près tout, Spotify, Apple Music, Deezer, les radios également. Donc c'est mon système pour écouter la radio, c'est mon réveil radio le matin qui me réveille quand le matin dans ma chambre. Voilà, c'est le système de son dans ma maison. Il se contrôle par une application qui devenait un peu vieillotte. C'est vrai que la navigation, la recherche n'était pas facile, et ils ont décidé de repenser cette application, ce qui en soi est une bonne chose. Et ils ont sorti cette semaine 2 nouveaux produits. Ils ont sorti des écouteurs connectés, mais Bluetooth là plutôt, pas nécessairement au Wi-Fi. Si j'ai bien compris, la force de ces écouteurs, c'est de pouvoir passer justement du Wi-Fi au Bluetooth. Donc je peux regarder un film chez moi avec mes écouteurs et un subwoofer pour les basses par exemple, et puis sortir dans la rue et switch sur Bluetooth, et je peux continuer à utiliser la musique de mon téléphone pour écouter des podcasts. Comme un usage qu'on a tous au quotidien. Hein, oui, j'allais dire. Avec tout ce qu'on attend des haut-parleurs. Et j'ai l'impression, mais c'est mon sentiment à moi, que pour coïncider la sortie de ces nouveaux hardware, ils ont sorti absolument à cette date-là leur nouvelle application qui prend en charge ce nouveau hardware. Et l'idée de l'application est bonne au départ, c'est plus moderne dans l'interface graphique, la navigation est plus naturelle, il y a moins de clics pour arriver à des fonctions, c'est plus facile de rechercher sa musique, mais elle n'est pas finie cette application. Il y a des fonctions critiques qu'il y avait dans l'application version précédente, qui a plu. Laissez-moi vous donner 2 exemples. La gestion des alarmes, pouvoir éteindre son réveil matin ou l'allumer ou changer l'heure, il n'y a plus moyen de le faire. Les alarmes sont toujours sur le device, ils fonctionnent toujours, mais si tu te dis, lundi c'était congé par exemple, ici en Belgique, en France, si tu te dis j'ai pas envie d'être réveillé à 6h lundi parce que c'est congé, j'ai dû aller sur le Mac, prendre une vieille application Mac, et là j'ai pu changer l'alarme, je pouvais plus le faire avec mon téléphone. Pire que ça, la file de musique, vous savez,
voulez, c'est une application musicale. Donc, il y a une queue, il y a une playlist. Une chaque fois que vous repérez un truc, vous l'ajoutez dans la liste. Dans la liste, vous pouvez l'éditer, vous pouvez changer l'ordre des trucs dans la liste. Eh ben, il n'y a plus. Ouais. Donc maintenant, j'écoute un truc. Si je veux écouter quelque chose d'autre après qui n'est pas du même album, ben, je dois attendre que ça soit fini et faire play. Il n'y a plus. Et dans une application de musique, c'est quand même assez ennuyant. C'est gênant. La queue. Donc, inutile de vous dire que tous les fidèles sonociennes depuis des années comme moi sont assez remontés contre cette app-là. Si vous allez sur les forums, Reddit est le meilleur exemple. Il y avait une méga thread avec des milliers de commentaires. Il y en a plus, mais j'étais encore regardé tout à l'heure. C'est plus une thread maintenant, c'est plein de petits messages séparés, mais il y en a des dizaines et des dizaines à l'heure. Ouais, ça marche pas, ça marche pas. Il y en a qui ont des problèmes pour enregistrer des nouveaux appareils aussi. Alors, ils ont répondu quand même, ils ont bien répondu, ils ont dit on sait, tout n'est pas là, mais on a un plan pour que ça arrive. Par exemple, les alarmes sont revenues cette semaine, il y a une mise à jour cette semaine, les alarmes sont là. La queue, ils nous l'annoncent pour fin juin, donc il faut encore attendre 4 semaines. Mais s'ils savaient que ces features étaient si cruciales et ils sont en train de les faire, ça va arriver. Pourquoi est-ce qu'ils ont sorti cette application maintenant? Il y a un product manager ou un product marketing manager que, je sais pas, il avait comme objectif personnel de sortir l'application à telle date. Les devs ont dit on n'est pas prêt. Il a dit c'est pas grave, on sort quand même. Et t'as des milliers d'utilisateurs qui sont un peu dans la dèche parce qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Ouais, c'est une application iOS ou Android, on peut pas revenir à la précédente version, c'est fini, elle n'est plus là. Si on a fait le update, c'est trop tard, on est dans le caca. Finalement, je reviens à ta news de départ. Est-ce que c'est pas justement pour essayer de coller, d'avoir un double effet d'annonce avec le casque dont tu parlais et l'application? Peut-être que l'application, elle est nécessaire pour faire fonctionner ces nouveaux écouteurs. Ouais, c'est ce que les analystes disent, c'est que l'application était nécessaire pour les écouteurs, donc ils ont sorti la même semaine. Mais visiblement, l'application n'est pas terminée entre le moment où ça a été décidé, peut-être il y a longtemps, et la réalité aujourd'hui, c'est qu'il manque 4, 5, 6 semaines de développement pour avoir au moins une parité avec de fonctionnalités pour les fonctionnalités clés avec l'ancienne version. Et de nouveau, je ne suis pas en train de critiquer la nouvelle application. Elle est jolie, elle est belle, la navigation est bien, la recherche fonctionne. C'est juste qu'il manque des fonctions qui sont cruciales, quoi. Temporairement, ça va revenir aussi, c'est pas catastrophique. C'est ça, mais il faut que ça revienne au plus vite, sûrement. C'est tout le problème, et là on sort du cadre de Sonos, mais de ces objets, ces nouveaux objets, même si ici on a dit Sonos n'est pas une marque jeune, mais ces objets de manière générale connectés, qui sont dépendants d'applications, de devices tiers, etc., qu'à un moment donné, ça fragilise l'ensemble du produit, et c'est vraiment dommage, quoi. À l'époque où on achetait une chaîne hi-fi, on avait la chaîne hi-fi, il n'y avait pas un intervenant extérieur qui t'embêtait en disant ah ben non, le câble il sera trop court ou trop long ou ceci. Non, c'était comme ça. C'est un peu, je fais pas une séquence vieux con, mais c'est plutôt rassurant de pouvoir se dire que quand on achète un truc à une firme, on a un seul interlocuteur. Mais là, si au sein même de la firme, les product managers ne se parlent pas ou se tirent la bourre, c'est un petit peu embêtant quand même. Et en même temps, c'est pas catastrophique si ces fonctions vont arriver dans quelques semaines, mais Sonos est une société, c'est plutôt haut de gamme la manière dont ils présentent leurs produits, dont il est packaged, il est price, enfin le prix aussi. Un peu le Apple de l'audio. Oui, un peu l'Apple de l'audio. Alors, c'est pas la super qualité audiophile non plus. C'est au niveau Bose, je dirais, au niveau qualité son, avec cet écosystème, ces trucs qui marchent bien ensemble, cette appli qui fonctionnait bien jusqu'à présent. Et donc, ils ont une base installée de clients extrêmement fidèles, extrêmement loyaux, qui rachètent des trucs. Et là, ça fait 2 fois qu'ils perdent la confiance. La première, c'est quand j'en avais parlé dans les Sonos, dans les technos. Il y a 1 an ou 2, ils ont dit, à partir de tel moment, de telle date, tous les matériels vendus avant telle date ne seront plus compatibles avec la nouvelle app, vous pourrez plus les utiliser, vous devez upgrader. Là aussi ça avait gueulé. D'ailleurs ils ont fait marche arrière, on peut toujours utiliser, mes vieux speakers fonctionnent toujours maintenant. Et puis là quelques années après ils nous refont le coup, donc ça fait 2 fois en 10 ans, vous allez me dire que 2 fois en 10 ans, mais ils érodent leur capital confiance qui était une de leurs forces de vente essentielles. Enfin voilà, je m'emporte un peu, mais non, mais t'as raison, graves dans la vie. Certainement,
oui, tout ce dont on parle est totalement dispensable. Hein. Il faut être, ça va pas sauver des vies. Il faut être très clair avec ça. Mais en même temps, des coups de canif comme ça dans le contrat avec le client, faut pas le faire trop souvent, quoi. Et si on passait à la lettre S, comme solaire, par exemple. Ah ouais. Thierry, on va parler de Swiss Solar Boat. De quoi s'agit-il et pourquoi, dans cette histoire de Swiss Solar Boat, on parle aussi d'hydrogène ? Ouais, pourquoi petite parenthèse, moi je remercie Sonos parce que grâce à la nouvelle app, j'ai récupéré mes Sonos parce que moi je bricole avec Home Assistant et je les vois à nouveau sur mon réseau. Voilà, fin de la parenthèse. Il va falloir qu'on me donne leur numéro de téléphone parce que je vais leur demander des sous, hein, parce que là ça j'en peux plus. Alors on va parler du DAU. Est-ce que vous savez? Alors je sais que Seb, toi tu sais ce que c'est, et je repose la question à Marc pour faire le lien avec un animal très célèbre ici en Suisse, le DAU. Je savais que c'est un animal, c'est ça, mais je ne sais plus ce que c'est exactement. Oui, c'est ça, mais je ne sais, je sais même pas à quoi ça ressemble. Donc. Alors, si tu veux, c'est une sorte de chamois, de bouquetin, mais qui a la particularité d'avoir les pattes d'un côté plus courtes que celles de l'autre côté. Donc, il est obligé de rester sur les pentes, et du coup, il tourne autour de la montagne. Voilà, le DAU, super. C'est ça. C'est ça, DAU. C'est vrai ou c'est une blague? Alors, l'animal n'existe pas, on est d'accord, mais moi je le présente... Oui. Je le présente comme un animal qui a comme une merveille de l'évolution du darwinisme. Il s'est adapté à la montagne. Les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre. Mais il peut marcher que dans un sens dans la montagne. Et ça peut-être que ça aurait aussi influencé certaines personnes, parce que par exemple il y a des courses de moto sur glace justement en Suisse où on met des clous qu'un d'un seul côté du pneu parce que de toute façon ils tournent toujours dans le même sens. Donc ça fait partie du même concept. Ok. Alors du coup le DAU c'est aussi le petit nom de ce bateau. Hein. C'est une sorte de laboratoire flottant. Alors, pourquoi le DAU? Parce qu'en fait, je vais reprendre le terme exact parce que je ne savais pas, c'est la base d'un prao polynésien. Vous savez, ces bateaux où il y a une coque plus petite à côté. Voilà. Donc, c'est un bateau solaire. C'est aussi un laboratoire, comme je vous le disais, pour le PFL et d'autres acteurs, d'autres partenaires, de tester plusieurs technologies. Alors, on est à fond dans le solaire, on est à fond dans le défi, puisque l'idée, c'est de rejoindre Lausanne à Évian ou vice-versa. C'est pour la petite histoire le trajet le plus utilisé parce que nos amis français qui viennent travailler sur territoire helvétique empruntent tous les jours le bateau de la CGN, la Compagnie Générale de Navigation, pour venir travailler et ils récupèrent leur scooter ou ils prennent le métro pour aller rejoindre leurs bureaux respectifs. Et grâce à eux, Lausanne se porte mieux grâce à ces bras et ces têtes qui nous viennent de France. Il faut compter une petite demi-heure pour traverser le Léman. Alors pourquoi je vous parle du Swiss Solar Boat? C'est parce qu'en fait il va faire mumuse avec de l'hydrogène. Ça va être un supplément au solaire. Il y a une grande culture autour de l'énergie solaire dans les modes de transport. Hein. Je vais vous parler de Picard avec les ballons, Picard avec l'avion solaire, voilà. Et puis Solar on a Impulse. aussi Solar Impulse. On a aussi un monsieur basé dans le Gros de Vaud, c'est une région qu'on appelle comme ça, voilà, Vaud, V-A-U-D, c'est le canton, qui travaille sur Solar Stratos. C'est un avion qui va voler dans la stratosphère uniquement mu par de l'énergie électrique et du solaire. Donc on est vraiment à fond sur ça. Lui, il avait déjà fait une traversée avec un bateau entièrement équipé de solaire. Il avait fait presque un tour du monde avec ça. Et le DAU, lui, c'est l'occasion justement, au travers de ce défi, de tester et d'éprouver des technologies. Et l'hydrogène, c'est l'idée de venir en complément au niveau de l'énergie, puisqu'on va travailler avec l'hydrogène fait avec de l'énergie propre. Est-ce qu'on va utiliser l'eau du lac? Est-ce qu'on va utiliser le solaire uniquement généré par les panneaux et l'énergie à bord du bateau? Ça sera pour 2025. Ça, c'est le plan sur la comète pour justement, en lieu et place de s'arrêter à ce laboratoire, d'aller vers quelque chose peut-être, pourquoi pas, d'industriel. Pour la petite histoire, sur le lac Léman, il y a déjà des bateaux complètement électriques,
mais on est loin des capacités et des performances du DAU en matière de vitesse, en matière d'autonomie. Mais vous pouvez venir, si le cœur vous en dit, faire un petit tour avec ces fameux bateaux où on met une petite vingtaine de personnes. Le bateau est assez longiforme, il est mu exclusivement avec des panneaux solaires et les batteries. Il est obligé de faire un petit peu ce qu'on appelle la navigation côtière. On ne va pas pouvoir traverser par exemple tout le lac avec, mais voilà, on commence à voir de plus en plus ce genre d'initiative pour utiliser ce qu'on a ici entre Suisse et France, le beau lac Léman. Voilà. Il se passe plein de choses sur le lac parce que je vous renvoie à un autre épisode et un épisode des technos évidemment, l'épisode 434 où notre ami Aurélien avait reçu en interview Anthony Girardin qui est vraiment à la pointe sur ces technologies de mobilité électrique nautique, et on avait parlé entre autres du principe de l'utilisation des foils. Vous savez, c'est cette espèce de quille profilé avec une espèce d'aile en fait qui est en dessous du bateau et qui, dès qu'on dépasse une certaine vitesse, permet au bateau, et c'est le cas du bahut aussi, de sortir toute sa masse, en gros toute la partie qui est en contact avec l'eau se soulève, et donc du coup il y a moins de friction, et donc il y a plus, c'est plus fluide, c'est le cas de le dire, ça peut aller plus vite parce qu'il y a moins de friction justement, et ça consomme moins aussi surtout. Exactement. Voilà. Donc et je vous renvoie donc, et là vous trouverez aussi des liens vers Maritime Impulse par exemple, sur l'épisode 434. Ça, fallait être complet, hein, Thierry. Il fallait absolument que je le dise, parce que ici on est vraiment sur le prototype, hein, pour le coup, quand on le regarde. C'est le pour bidule. 2026 pour le grand challenge. Voilà, on va dire qu'il y aura le feu au lac. Voilà. Mais finalement, enfin. Il avait prévu sa chute depuis longtemps. Tu sais, en fait, il a commencé par la chute. J'ai envie de parler du lac, mais je ne sais pas comment en parler. Je vais trouver un bateau. Ce qui n'en fait pas un sujet bateau. Oui, tout à fait. Voilà. Passons à la suite, s'il vous plaît. Tiens, il y a longtemps. On arrive déjà à la lettre S. Ah, c'est bientôt fini. On est presque à la fin. Non, il y a encore la grosse patate derrière. Et là, ce sera la lettre M, ou B, ou D. Enfin bref. Ouais. On va parler après le soleil, on va parler de Starlink, la boîte d'Elon Musk, vous le savez, Sébastien, qui teste une technologie dont on parle déjà depuis un certain temps, le Direct to Cell. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Ouais, Starlink, c'est cette société d'Elon Musk qui envoie des satellites en orbite basse pour nous donner une connexion permanente à Internet. C'est une offre commerciale qui est disponible d'ailleurs en France, 40 € par mois depuis 2 ans à peu près, avec un peu 100 mégabits en descendant et des temps de latence. Quoi ? Il te donne un pourcentage ou... Non. J'ai l'impression d'être au téléachat tout d'un coup. Alors, vous pouvez payer en 4 fois sans frais, Micheline. Oui, tout à fait, en air. Non, mais... Deux choses. D'abord, je touche rien, comme tout le monde ici. Ensuite, je viens d'aller lire l'info, parce que je me demandais combien ça coûte, parce qu'on a cette idée, c'est satellite, c'est super cher, etc. Et non, je veux juste dire, c'est abordable, quoi. C'est plus cher que les opérateurs français, qui sont très bon marché en Europe par rapport aux autres pays, mais globalement, c'est pas extrêmement cher pour une qualité qui a l'air de tenir. Tout ce qu'il faut à la maison, c'est une petite antenne parabolique, et puis voilà. Qui est plutôt plate d'ailleurs. Un abonnement qui est plutôt plate. Oui, c'est une parabole plate. Je comprends pas. Si tu veux cuisiner, tu feras pas un wok. C'est clair. Voilà. Et il teste une nouvelle technologie qui permet d'accéder à Internet depuis son téléphone sans modifier le téléphone. Donc on prend nos téléphones existants avec des puces 4G ou 5G, et ces satellites envoient un signal compatible avec la 4G et la 5G. Il faut juste l'abonnement, simplement. Donc ça marche comment ? Ça marche avec une antenne différente dans les satellites. Ce que j'ai pas réussi à trouver cet après-midi en préparant cet épisode, c'est est-ce qu'ils vont devoir remplacer les centaines de satellites qu'ils ont déjà envoyés, ou est-ce qu'il y a une flotte suffisante déjà en l'air avec ces antennes? Apparemment, c'est une activation logicielle uniquement. Mais donc ça permet, moyennant l'abonnement, et ils ont posté une vidéo de démonstration sur le réseau X où ils montrent un vidéo chat par satellite avec quelqu'un sans opérateur, sans payer un abonnement à un opérateur terrestre. Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça permettra de couvrir beaucoup de zones blanches dont
tous les grands pays, que ce soit aux États-Unis, ici en France ou en Europe, il y a des zones qui ne sont pas couvertes par les opérateurs téléphoniques traditionnels, et donc ça permet de passer des appels, de faire des SMS, de faire du data. Dans un premier temps, d'ailleurs, c'est uniquement les data, mais les appels vocaux et le SMS devraient suivre par la suite également. Je suppose qu'ils vont tunneler ça sur la partie data, parce que sinon je vois pas trop bien comment ils feraient. En appelant, une fois que les tests seront concluants, on n'attend plus que la commercialisation, et là je me dis peut-être que les opérateurs téléphoniques traditionnels, les Vodafone, les Orange et autres de ce monde ont peut-être du souci à se faire, parce qu'il n'y a plus ce réseau d'antennes, ce maillage extrêmement dense qu'il va falloir installer. L'autre question que je me pose, et pour laquelle j'ai pas la réponse, c'est quelle densité d'appareils ils sont capables de couvrir avec un satellite. Est-ce qu'ils pourraient remplacer vraiment on sait que la densité dans les villes est extrêmement importante. On parle de réseau cellulaire, ce sont des cellules. Dans les villes, chaque cellule peut avoir un nombre fini de numéros de téléphones accrochés à cette cellule à un moment donné. Dans les villes, les cellules sont relativement petites, donc on accroche une antenne proche de chez nous. À la campagne, les cellules sont beaucoup plus larges parce que la densité de population est plus large. Oui, mais c'est aussi dû au fait que les puissances admissibles dans les zones densément peuplées ne sont pas les mêmes que dans les zones moins densément peuplées. Et il y a tout un ratio. C'est vrai, c'est un peu complexe et c'est difficile de dire que chaque cellule peut servir combien de téléphones. C'est les opérateurs. C'est l'info qui ne communique pas pour le moment. Sous une zone géographique donnée, combien de personnes peuvent être servies par ces satellites qui sont dessus. Sur le principe, c'est exactement la même chose que les pylônes. C'est juste que l'émetteur n'est pas sur un pylône, il est sur un satellite. Il est juste un tout petit peu plus haut. C'est un petit peu plus difficile pour les dépoussiérer, mais sur celui-là, au moins, les pigeons ne vont pas se poser. Et le pylône, il bouge, parce que ce ne sont pas des satellites géostationnaires, ils seraient beaucoup trop loin, c'est 36 000 km stationnaire. Imaginez un pylône qui bouge et qui... 500 km. Donc il y a plusieurs pylônes en permanence, il y a plusieurs satellites en permanence, de manière à en avoir plusieurs au-dessus de nous à tout moment. Donc c'est un peu plus rock'n'roll quand même comme technologie, mais c'est assez sympa. Attention, c'est pas la technologie d'Apple, parce que vous allez me dire, les Apple fanboys, je vous entends dire, ouais, mais les Apple, on peut déjà faire des appels de secours via des satellites, etc. C'est pas la même chose, parce que pour faire ça, il y a une puce spéciale dans vos téléphones iPhone, et Apple paye un abonnement avec un opérateur, et assez cher apparemment. C'est pour ça qu'il y a que les appels de secours qui passent, ils n'autorisent pas les appels standards. Ici, on parle de téléphones non modifiés, nos téléphones que nous avons dans nos poches, vous et moi, et tout le monde. C'est tout l'intérêt du truc, et c'est tout l'intérêt aussi de se dire, il y a un intérêt également dans d'autres applications, parce que tu disais c'est une marque, c'est civil, oui, mais les militaires s'y intéressent quand même méchamment aussi, et on l'a déjà vu sur des terrains d'opération comme par exemple en mer Noire, en Ukraine, où on comprend bien que ce genre de service pour piloter à distance un drone naval ou même autre, oui, ça peut le faire, il y a moyen, on y est là, on touche du doigt cette techno-là, elle va permettre, et elle permet déjà ce type d'application. Il y en a d'autres évidemment, je pense aux services de secours, je pense à plein de choses. Les zones blanches en France, il y en a encore quelques-unes quand même, des zones blanches, donc pas accessibles via un smartphone classique, parce que là justement il n'y a pas de pylône, donc là ça va débloquer aussi les situations, mais tu as raison aussi de dire, et après je donnerai la parole à Thierry, le roaming, c'est fini de se goinfrer sur le compte des abonnés en surtaxant le roaming quand on passe d'une frontière à l'autre, parce que c'est complètement indécent, les sommes qui sont demandées la plupart du temps, même si c'est un peu plafonné maintenant par l'Europe. Thierry, tu voulais rajouter un truc ou là-dessus, oui. Deux petites choses très vite, ça va intéresser mes compatriotes helvètes, parce qu'effectivement, nous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe la raclette au fond, je sais pas pourquoi. C'est plus fini. Je me frottais le genou, parce que c'est ça. J'ai mal chaque fois qu'on parle d'argent, parce que tu es suisse. Voilà. Non, mais parce qu'on souffre, nous, quand on va à l'étranger, puisque vous le savez, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. C'est du coup, le roaming, c'est un bras, voire un rein. Non, moi, je me posais juste la question de l'intégrité de nos cerveaux, ou bien de ce qu'il y a pas loin de nos poches. Si on a le téléphone dedans, justement, la poche de notre jeans, c'est la question, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit. Ok, on reçoit un signal qui vient d'un satellite, mais il faut le renvoyer.
Et là, je me dis, il y a quand même pas mal de puissance qui doit partir de nos smartphones pour atteindre la fameuse borne qui est justement pas sur un pylône. Donc, des soucis sur les griller le cerveau. Mais de toute façon, elle dira pas au-delà de la norme de ton téléphone que tu as acheté et qui fonctionne très bien sans ça. Donc, c'est pas différent que si tu étais très loin du pylône, à la limite d'une zone blanche quelque part. Moi, je pense que là, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas le truc que je trouve le plus inquiétant. Ce que je trouve le plus inquiétant, c'est le nombre de satellites. Mais c'est surtout le nombre de satellites qu'on a au-dessus de notre tête. Parce que ça fait quand même... orbite basse, c'est combien de kilomètres encore 500. Donc, tu vois, à la limite d'une zone blanche, avec un... Mais je pense que c'est plus une question de sensibilité de réception que de puissance d'émission. Même si, effectivement, si on peut se poser la question de savoir comment va fonctionner le téléphone, est-ce qu'il va consommer plus, on verra bien. Si on a des retours d'expérience là-dessus, on en parlera bien sûr. Voilà. Tiens, si on terminait par la lettre S, au hasard, comme ça. S comme supercalculateur, Thierry. La Suisse se place dans le top 5 des supercalculateurs, ce qui est quand même pas mal, faut bien le reconnaître. Bah oui, un peu de suicitude dans cet épisode exclusivement fait par la très belle lettre S. Merci à Seb pour l'idée, tu m'as tendu la perche, je n'ai pas résisté, vous l'aurez compris, l'intégralité de cet abécédaire est fait sur la lettre S. Supercalculateur, alors je suis tombé sur cette news, moi qui sors d'un autre prix, alors là c'est pas tout à fait un prix puisque c'est un top 5, un top 10, il y a même un top 500, je vais tout de suite y revenir. La semaine passée se tenait la 9e édition du meilleur de la pub. Je me demandais aussi. Oui. Ça sert strictement à rien. Je n'ai pas changé de numéro de compte. D'accord. Celui en Suisse ou celui en Belgique? Celui en Suisse, celui-là. Ah merde, il fallait pas dire. On est sur Internet. Non, mais plus sérieusement, je me suis amusé à faire le parallèle parce que c'est vrai qu'on pourrait nous poser la question, mais pourquoi vous faites des prix pour nommer comme ça, récompenser les meilleurs dans ces industries? Et je me suis tout de suite posé la même question dans cette news, mais pourquoi classe-t-on dans un top 5, un top 10, comme je vous dis, ça va même dans un top 500, les supercalculateurs dans le monde. Alors, oui, il y a un peu de ça, et on peut jouer, parce que selon certains top X, c'est pas forcément les mêmes éléments qui sont pris en compte. Pour faire simple, on va prendre en considération l'architecture, la partie software, la partie hardware, on va voir les possibilités qu'offre le supercalculateur, on va aussi compter le nombre d'opérations qu'il est capable de faire. On a plein de critères, vraiment c'est énorme. Et là, si je vous parle du supercalculateur ALPS, ALPS, c'est un calculateur suisse, il sort dans un top 5 que vous allez trouver dans les notes de référence, parce que je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé de ce supercalculateur. Il est très doué, en tout cas il est bien rodé pour travailler sur de l'IA, il a du GPU à plus en finir, et puis très vite je me suis dit mais c'est évident, c'est top X sur qui c'est qui a le plus gros, qui c'est qui a le plus puissant, c'est en fait tout simplement du marketing, puisqu'il y a des pays derrière, vous allez trouver de l'américain, vous allez trouver des européens, comme je vous parlais, il y a la Suisse qui est pas très mal placée, pas trop mal placée dans un de ces top 5, et c'est une mise en avant des compétences, des capacités de ces supercalculateurs pour leurs clients, parce que bien évidemment, vous en doutez, un supercalculateur n'est pas à l'usage d'une seule personne, mais ça peut être des écoles, ça peut être des entreprises privées, des instituts de recherche, ça peut servir à un maximum de personnes au vu de la taille et de la puissance de calcul qui sont proposés. Donc je trouvais la démarche assez intéressante, et ça a un nom, ce type de top 5. Je vais essayer de vous le retrouver, puisque la vocation première de ces supercalculateurs, on a par exemple le top 5 HPCG de juin 2024, on est
à l'heure où on enregistre quand même encore au mois de mai 2024, mais voilà, il y a des dates qui sont prises à l'avance. On a le top 5 du top 500 qui va aussi sortir au mois de juin. Alors là, pour le coup, c'est les États-Unis et le Japon avec Fugaku qui sort en 4e place, et la Finlande qui arrive en 5e place. Donc c'est assez intéressant, et ça donne une petite idée aussi, ça donne le tournis des chiffres qui vont avec, sur le nombre de pétaflops qui sont capables de produire à la seconde, le nombre de cœurs qui est à disposition, le nombre de RAM, le nombre de puissance de calcul, et puis aussi un petit peu d'énergie, parce que ça c'est aussi un élément à prendre en compte, c'est combien ça consomme tout ça. Et tout ça c'est juste pour être un petit peu nostalgique de voir que ces puissances de calcul n'arrêtent pas d'évoluer. Et puis, on l'a dit à plusieurs reprises dans les technos, on est allé sur la Lune avec l'équivalent d'une calculatrice, et maintenant on parle de supercalculateurs qui peut-être arriveront dans une tablette ou dans un petit device qu'on portera accroché à son veston. Ah, c'était mieux avant. Tu ne crois pas si bien dire, parce qu'on va parler processeur dans les minutes qui viennent. Juste une parenthèse, tu as évoqué le fameux classement dont tu parlais au début, le meilleur de la pub. Oui. On peut aussi parler du meilleur du web, le meilleur du marketing aussi, c'est chez toi, c'est toi. Oui, et puis le lancement d'un nouveau prix. Ben voilà, mais tout ça pour le dire pour que tout le monde le comprenne bien. On va peut-être expliquer de quoi il s'agit. Si on en parle, c'est parce que tu co-présentes, tu co-animes ces prix brillamment chaque année, et donc 3 ou 4 fois par an, tu quittes les technos, tu t'absentes une semaine ou deux pour préparer, pour le présenter, voilà. Et là, il s'agit pas réellement d'un classement, ce sont des catégories avec un petit peu comme Cannes, quoi. C'est le Cannes suisse. C'est un très bon parallèle. Voilà. C'est notre festival à nous pour récompenser ces industries. Le meilleur du web se tiendra en novembre prochain. Si vous avez l'occasion de venir en Suisse, qui récompense donc les agences web, c'est ça l'idée. Il y a les créatifs. Il y a du développeur, il y aura de l'IA comme nouvelle catégorie. Je peux vous l'annoncer en scoop, puisqu'effectivement l'IA fait de plus en plus partie des outils que certaines agences avouent ou utilisent, mais toujours à bon escient. Il y a des choses vraiment bien faites. Ce sera l'occasion d'en reparler au mois de novembre. Voilà. Exactement. Tu savais ça, Sébastien, ou pas? Oui, bien sûr, on en a déjà parlé ici, que c'est l'activité, une des activités, des nombreuses activités de Thierry. Non, je me disais, c'est pour ça peut-être que ces supercalculateurs sont en Suisse. Tu parlais d'alimentation d'électricité, etc. J'imagine le barrage de la Grande Dixence, qui est entièrement utilisé pour alimenter ce supercalculateur à Zurich. C'est ma région de vacances favorite, le Valais. Le Valais. Oui, on atteindra en sortant. On est à la lettre S, comme Suisse. Comme Suisse, et comme... Oui, voilà, exactement. Pour conclure cet abécédaire, parce que là, maintenant, c'est la seconde partie, évidemment, de cet épisode. On est déjà bien tard, hein, les amis. Il va falloir être très concis et très... pour ne pas non plus tenir la jambe trop longtemps de nos éditeurs. On s'en voudrait, évidemment. Voici la grosse patate. Le dossier, comme on l'appelle un peu pompeusement, traite cette semaine de l'événement de la semaine, on peut le dire, la présentation, la conférence d'ouverture de Microsoft Build 2024. C'est... à l'instar de Google I.O. chez Google ou de WWDC chez Apple, une grand-messe plus orientée en général développeur, si je dis pas de bêtises, mais qui forcément a des implications aussi dans le grand public. Ce ne sont pas toujours des choses qui sont déjà disponibles là tout de suite, mais qui sont en devenir, ou des concepts. Là, on a quand même vu, dans les annonces en tout cas qui ont percé et que l'on peut retrouver ça et là sur la toile, Thierry, pas mal de choses qui sont déjà actives, disponibles, ou qui le seront très prochainement avec des échéances voulues, etc. Qu'est-ce que toi tu as pointé parmi les sites que tu as pu voir et qui s'en faisaient l'écho? Un grand merci à Seb qui m'a beaucoup aidé sur la préparation de ce dossier, puisque comme tu l'as dit, effectivement, on a parlé de Google I.O., on se devait de parler de Microsoft. J'ai au moins un point commun avec Microsoft, c'est la coupe de cheveux de Satya Nadella, le PDG de Microsoft, vous le verrez sur les photos, qui est venu nous balancer ces fameuses 2 lettres AI. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle sur cette keynote, sur cette présentation, un Microsoft
très décidés à l'intégrer justement dans les chaînes de travail. On a plusieurs annonces qui ont été faites, hein, effectivement. On va immanquablement parler de Copilot qui va un peu s'immiscer un peu partout. Alors il y a des très belles choses, comme il y a des choses un peu surprenantes. Microsoft se veut devenir multimodal, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir en fait causer, utiliser, mettre à exécution son ordinateur avec toutes les entrées possibles, que ce soit la voix, que ce soit lire du texte, que ce soit voir des images. Ils avaient déjà déployé le Phi ou le Pi, je ne sais pas si ça se prononce Pi, parce qu'effectivement il me semble que c'est une lettre de l'alphabet grec, mais comme j'ai fait suisse-allemand comme deuxième langue, je ne peux pas le confirmer. Donc là on vient avec Pi 3 Vision, qui va être une nouvelle version et qui va justement nous aider dans Copilot à faire ce qu'on a pu voir là il y a quelques jours sur cette interaction avec une intelligence qui peut entrer par plusieurs biais, que ce soit la voix, que ce soit le texte, que ce soit l'image. Microsoft Edge. Microsoft s'accroche avec ce navigateur. Je vais y revenir un peu plus tard puisqu'on va parler de Microsoft Edge et de YouTube. Vous allez comprendre pourquoi peut-être c'est pas inintéressant de pas désinstaller Microsoft Edge. Moi je me retiens de le faire sur le rare PC que j'ai, mais j'en dis pas plus. Les emojis pour Microsoft Teams, alors c'est marrant savoir que on va pouvoir un petit peu devenir foufou voilà, dans Teams, parce qu'on va pouvoir l'enrichir de toutes sortes d'habillages, de personnifier comme ça les différents utilisateurs de ce Slack-like. Je suis un peu mauvaise langue, mais voilà. Oui, c'est très réducteur par contre. C'est très réducteur, mais en même temps, je vais faire plus. Oui, voilà, mais je vais faire plaisir à nos amis de l'IT management dans certaines boîtes. Vous avez eu raison de choisir Microsoft Teams, par exemple, pour uniformiser toute la bureautique. On va parler aussi matériel, mais je garderai tout ça de côté pour notre ami Seb. Et puis, il y a des choses un peu étranges. Alors, c'est là où on fait le lien avec les développeurs, comme par exemple Microsoft File Explorer, qui va intégrer les dépôts Git. Hein. Donc, si vous êtes développeur, vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre code, les mises à jour, avec un simple clic sans devoir aller à quelque part. Ça sera intégré dans votre explorateur de fichiers. Là, pas sûr que ce genre de fonctionnalité va intéresser tout le monde. Et puis de l'AI dans d'autres outils, il y a beaucoup de choses autour du copier-coller, autour des fameux Power Toys, où en fait, ce qu'on va copier et ce qu'on va pouvoir coller va pouvoir être réinterprété, reformaté, modifié, enrichi. Je suis pas sûr que, connaissant Microsoft, et là je vais être un petit peu rude, mais j'ai toujours eu le sentiment que chez Microsoft que l'UX, le User Interface Experience, ou l'expérience utilisateur, n'était pas toujours leur fort. Je dois reconnaître que Windows 11, par rapport aux précédentes versions, a un coup de frais assez intéressant. Mais, et puis une petite histoire hein, pour la bagarre Windows Mac. Moi, j'adore une fonctionnalité sur Windows, c'est le copier-coller permanent, continu. On le sait pas beaucoup hein, quand on aborde un système d'exploitation, que par exemple, quand vous faites plusieurs coller, vous pourriez avoir un historique pour pouvoir revenir sur les précédents copiés que vous avez faits. Sur Mac, il faut des petites applications tierces, même des fois gratuites. Eh bien, sur Windows, c'est de base. Et là, on va vous vendre effectivement un enrichissement de ce copier-coller, comme par exemple, tiens, ce que j'ai copié, tu m'en fais du code, tu m'en fais du JSON, tu m'en fais autre chose. Et là, j'attends de les voir sur la partie ergonomie de ce genre de fonctionnalité. Alors, pas sûr que tout ça, il y ait des dates, pas sûr qu'on va tous voir arriver ces fonctionnalités, mais pour la petite histoire et pour la dernière, justement, que je viens de vous citer, c'est un peu frustrant de savoir qu'il va falloir une clé API, il va falloir débourser pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités intégrées à un OS. Je trouve ça un peu rude, sachant que, pour la petite histoire, OpenAI, Microsoft, c'est un peu comme monsieur et madame, hein, ils sont très mariés.
quand même. Ah, c'est un peu comme QE Schmitt, tu veux dire. Oui, et ça négocie un peu la même boîte. C'est un peu, pas loin en tout cas, mais bon. Sébastien, tu voulais rajouter un truc ou sur ça, non, on peut passer. Sur ça, non. Parce que quand Terry dit qu'il va falloir débourser du pognon, Sébastien, pour le coup, il faut tout changer. Parce que si on veut faire marcher vraiment tout ce qui est présenté, il serait quand même pas mal d'avoir une machine avec des grosses coucougnettes. Et ça, l'architecture ARM, on l'a déjà vu chez Apple, des coucougnettes, ça en a. Microsoft a une gamme de laptops qui esthétiquement est pas moche. C'est les PC les plus beaux, c'est presque aussi beau qu'un Mac depuis plusieurs années, mais qui tournaient encore avec des processeurs Intel. Les Surface. Les Surface, ça s'appelle. Et là, ils ont annoncé cette semaine le Surface Laptop 7. Donc esthétiquement, ça ressemble à un MacBook Air. C'est assez plat, c'est un peu incliné comme ça vers l'avant, avec le logo Windows plutôt que la pomme. Et la grande nouveauté, c'est qu'il y a les nouveaux processeurs Snapdragon X de Snapdragon, c'est ce que j'ai dit, non? Non, t'as dit Gradon. J'ai dit quoi? Gradon. Pardon. C'est d'autres qui ont trop bouffé. Voilà. J'ai signifié, j'ai entendu Snapdragon en plus. Donc ce sont des processeurs ARM, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage sur ces machines. Et pour la première fois, d'après les analystes et les gens qui ont pu mettre la main sur ces machines, on dirait que Microsoft revient dans la course au laptop. Parce que la course au laptop, il faut avouer que depuis 4 ans à peu près, c'est Apple qui la mène. Depuis qu'ils ont sorti les Apple Silicon, les M1, et puis maintenant c'est M2, M3, M4, je crois, ils sont déjà. Et ça fait 4 ans qu'ils sont loin devant en matière de performance, en matière de consommation d'énergie, en matière de durée de la batterie. Et là, Microsoft, en tout cas sur papier, revient dans le jeu avec ces 16 Go que je vous ai dit, le Snapdragon X+. Ils annoncent 13 à... J'ai refait Snapdragon. Snapdragon. Bon, je vais aller chez l'orthophoniste en sortant. Pas de problème. Oui, ou c'est mon micro qui transforme certains sons. Oui, bien sûr. Oui, voilà. J'ai pas les bons Scarlett sort de ce corps. Scarlett. Ils annoncent 13 à 15 heures d'autonomie de batterie pour un usage normal sur le web, jusqu'à 18 ou 17 heures sur en typical device usage. Il faut voir ce qu'ils entendent par là. Et, sans rien faire. Ils se perdent un peu. Oui, on laisse allumer sans rien faire. Donc voilà, c'est tout nouveau. Il faudra attendre évidemment que les boîtes, les journalistes fassent des comparatifs et des benchmarks. Ils annoncent un écran assez sympa aussi en OLED à 127 Hz de taux de rafraîchissement. Donc pour jouer, ça peut être sympa aussi. Ils annoncent des nouvelles tablettes qui sont des Surface aussi, mais plus des Surface Laptop, mais des Surface Pro. Et là, sans surprise, ça ressemble très fort à un iPad avec de l'USB-C également. Et aussi ces processeurs ARM. Donc Windows supporte déjà ARM. Comme toujours, le passage de l'un à l'autre, ça peut être un peu douloureux. Il faut que les éditeurs logiciels recompilent et portent leur application, ce qui n'est pas toujours facile à faire sur de l'ARM. Mais comme Apple, Microsoft a aussi développé une couche de virtualisation, de technologie qui va permettre de faire tourner des applications binaires, donc des fichiers binaires pour Intel, de façon transparente sur le Snapdragon, ce qui permettra, et vous avez vu, je me suis repris là, très bien. ce qui permettra de porter le parc applicatif sans heures, parce que j'en parlais encore avec quelqu'un cette semaine. Sans heures, ça reste à voir. Avec moins de heures. Oui, c'est ça. Parce que une des forces de Microsoft quand même, contrairement à Apple, et pour que je lance des fleurs à Microsoft, il faut quand même oui, c'est pas tous les jours. C'est pas fréquent. C'est que j'ai récemment été reprendre mon travail de deuxième ou troisième année d'université. J'ai retrouvé le binaire et je l'ai fait sur une virtuelle machine. Oui, c'était au siècle passé, oui, bien sûr. C'est pas au 21e siècle, c'est au 20e siècle. Oui. Et je l'ai fait tourner sur une machine Windows aujourd'hui. Et ça marche. On prend un binaire compilé il y a plus de 30 ans. Non pas plus de 30 ans, mais il y a 30 ans. Et ça fonctionne toujours. Essayez de faire ça avec un Mac, aucune chance. Ils ont changé 3 fois d'architecture CPU depuis. Oui. Il y a un coût ça, à maintenir cette ascendance côté Microsoft, cette compatibilité, mais il faut reconnaître que pour les business, c'est exactement ce qu'ils attendent. Donc du nouveau matériel, aussi bien côté tablette que côté laptop de Microsoft, qui apparemment reviendrait dans la course du laptop le plus performant.
Si je peux me permettre aussi, et ça c'est en marge de Build et des annonces Microsoft, ça relance une news assez récente du début du mois, qui est justement la sortie de Snapdragon X Elite et Snapdragon X Pro, qui sont ces deux processeurs ARM de Qualcomm, et qui vont équiper, donc c'est la version Elite d'ailleurs, je pense, qui est un peu supérieure à la version Pro, qui va équiper les surfaces, et qui, dans la foulée, derrière, je pense que c'est plus d'une dizaine de fabricants divers et variés, citons au passage Dell, HP et consorts, qui vont sortir aussi des PC de cette gamme. Donc ARM prend pris d'assaut maintenant aussi par les autres marques. Donc on savait que ça allait le faire. On savait que ça allait venir après le M1, M2, M3, M4 chez Apple. Il fallait également que le monde PC, le monde Microsoft se bouge. Et là, c'est maintenant que ça se passe, quoi. C'est clairement maintenant. Je serais Intel, je commencerai à me faire du souci. En tout cas, sur mon marché consumer desktop. Il y a le marché serveur et AMD. Intel et AMD, puisque manifestement, Qualcomm veut vraiment non pas être le petit dernier loin derrière qui fait des trucs sympas mais sans plus, etc. Veut vraiment être un troisième acteur important dans le monde, dans les fondeurs, comme on les appelle, donc les fabricants de processeurs. Avec Intel, AMD, Qualcomm va jouer à part égale, on va dire, avec ces grosses entreprises. Donc à suivre, c'est ça qui va être passionnant à suivre dans les années qui viennent. Comme quoi, cette build amène aussi d'autres trucs et effectivement, comme tu le disais en introduction, ce laptop devient vraiment de nouveau. Microsoft revient dans la course avec Apple, ils vont se tirer la bourre comme au bon vieux temps, et ça va être super chouette. Ils se tiraient déjà la bourre. C'est bien pour nous. Par ailleurs, c'est bien pour tout le monde, pour le consommateur de manière générale. Tant mieux. Thierry, tu parlais de YouTube il y a quelques instants, oui. et du coup tu m'as intrigué. Je veux que tu m'en dises plus. Oui, et on va pas parler que de YouTube parce qu'effectivement, ce que nous a présenté Microsoft à cette build. Parce que YouTube, c'est très Google. Hein. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ils étaient en live sur YouTube. Non, je les vois nous pousser dans l'usage ou dans les retrouvailles de Edge. C'est le logiciel par excellence que je désinstalle en premier ou que j'essaye d'enlever d'un Windows. Voilà, c'est Microsoft Edge qui est le navigateur. On va pas revenir sur l'histoire de tous les navigateurs, de toute cette tentative de Microsoft d'imposer comme ça à la fois un navigateur et un moteur de recherche, souvent assez liés, hein, Edge et Bing par exemple. Mais lors de cette conférence, ils ont annoncé que Edge allait être boosté à l'IA sur, par exemple, de la vidéo. Alors, pour faire simple, en gros, vous êtes en train de regarder une vidéo, vous cliquez sur le bouton de droite de votre souris, et indépendamment du fait qu'on ne va pas dans les options de YouTube, mais vraiment dans celles proposées par le navigateur, on va pouvoir doubler en temps réel la vidéo que vous êtes en train de voir. En gros, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que de façon fluide, alors pour le moment il y a très peu de langues, hein, et bizarrement il n'y a pas encore le français, il y a de l'anglais, il y a du russe, il y a de l'espagnol, mais on nous raconte que ça va venir dans le courant de l'année. En gros, vous pourriez regarder les technos et nous faire parler tous les trois en espagnol, en russe ou en anglais avec un simple clic, parce que la couche d'IA intégrée à Edge en consultant une vidéo YouTube permettrait de faire du doublage live avec l'intelligence artificielle. Alors, j'ai pas les infos pour savoir s'il est capable, ce qu'avait déjà tenté de faire YouTube, de se rapprocher de la voix d'origine. Un des premiers youtubeurs à avoir la chance d'utiliser cette techno, c'est notre ami MrBeast, qui a lui beaucoup plus d'abonnés à sa chaîne. N'hésitez pas à le faire, hein, vous abonner à notre chaîne. Voilà, ça c'est dit. Ils l'ont utilisé un peu comme un bêta-testeur. Lui qui avait déjà une démarche de se dire, tiens, je veux m'adresser au public français ou aux francophones, je veux m'adresser aux hispaniques, il avait pris le pari de faire doubler ses propres vidéos, là où maintenant YouTube pourrait intégrer de façon automatique cette technologie. Alors, ça pose plusieurs questions, parce que la techno que propose Microsoft dans Edge, vous allez pouvoir l'utiliser dans
Alors je vous avais dit les langues, hein, c'est assez étrange, il y a de l'anglais, il y a du hindi, il y a de l'allemand, il y a de l'italien, de l'espagnol et du russe, et puis dans un futur proche on va venir avec d'autres langues, et on nous dit qu'effectivement vous pouvez le faire sur YouTube, sur Reuters, sur CNBC News, Bloomberg, Money Control et LinkedIn et Coursera. Force à parier que peut-être ça va venir sur d'autres plateformes, hein, cette fonctionnalité. Moi, ça me laisse pantois dans le sens où, en gros, on confirme que le navigateur est capable de tout voir, de tout entendre, de tout interpréter ce qu'on est en train de consulter sur le web. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Là, bien évidemment, il faut un clic de droit pour enclencher la fonctionnalité, mais en gros, je veux dire, derrière, il y a déjà de l'analyse de trafic. Ça me donne quand même une hésitation à réinstaller Edge. C'est déjà je trouve un step trop. Enfin, je comprends la remarque. Moi, dans un premier temps, je me dis, waouh, c'est quand même. On a déjà beaucoup d'informations sur Internet. Si cette information devient universelle linguistiquement, j'entends, donc ça va quand même être une masse d'informations et de concurrence pour les uns et les autres. Si c'est bien fait, ça va vraiment. Voilà, c'est comme si tout le monde devenait polyglotte du jour au lendemain. Donc c'est quand même fort impressionnant, Sébastien. Mais c'est le sens de l'histoire, on y va, on ne pourra pas l'arrêter. Il y a deux problèmes maintenant, c'est un problème de miniaturisation, de portabilité, et un problème de coût, parce que faire de l'inférence sur des modèles d'AI, ça coûte très très cher, mais c'est une question d'années avant qu'on ait un petit appareil dans l'oreille, un truc ou quoi, qui traduit en temps réel, en gardant la voix et les intonations de notre interlocuteur, la conversation. Ça va arriver, c'est pas une question de si, maintenant, c'est plus de la science. Oui, c'est quand. C'est combien. C'est quand et combien exactement et c'est ça le frein là pour le moment, et donc c'est intéressant de voir ce genre de prototype, je dirais, parce que finalement c'est un prototype vers ce qu'on pourra faire dans 5 ou dans 10 ans. On voit ces technologies qui apparaissent maintenant sous des formes diverses et variées. C'est dommage qu'ils le réservent à un navigateur, ça pourrait être dans YouTube, dans la plateforme. Enfin, c'est le début aussi, il faut qu'ils rentabilisent, qu'ils monétisent leur investissement avant que ce genre de technologie se démocratise et soit disponible pour tout le monde. Juste pour parce que j'ai lu ça en diagonale, je me suis pas focalisé sur la manière dont ça a été calculé ou quoi que ce soit. Un prompt sur ChatGPT, ça utilise autant de ressources naturelles que si on consommait 1 litre d'eau. Donc vous imaginez c'est quand même mais ça calme, donc voilà, vous me direz vous n'avez pas soif, mais en attendant c'est quand même voilà, c'est ce qui se mélange quand même le mieux avec le Ricard, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, moi, je trouve ça impressionnant, malgré tout, technologiquement, parce qu'on est là aussi, parce qu'on aime les technologies, et donc, et ça, c'est génial. Ça pose plein de questions, mais est-ce que les IA ne posent-elles pas plein de questions ? Je pense que oui, hein, c'est pour ça qu'on en parle. On va clôturer avec j'allais dire le meilleur pour la fin, mais c'est vraiment un gros dossier, parce que quand on parle de Microsoft Build, Microsoft dit Windows 11, la version actuelle, qui se voit augmenter, on va dire, d'un copilote à la testostérone. Ouais, en fait, c'est ce service qui s'appelle Copilot plus PC. Donc, c'est PC fait pour fonctionner avec Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft. Hein. Copilot, c'est un peu tout. C'est un assistant de code, mais c'est également un assistant de recherche dans Windows. Et donc, ils ont construit sur cette technologie de Generative AI, qui existe déjà, ils ont construit une nouvelle fonction pour Windows qui s'appelle Recall. Souviens-toi, on pourrait traduire en français. C'est pour Windows 11. Et l'idée, c'est que Windows enregistre tout ce qu'on fait en permanence sur le PC, les tables de touches, les connexions réseau, les sites web qu'on visite. Pire que ça, des screenshots d'écran à intervalles réguliers, tac, 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 toutes les 5 secondes. Il stocke tout ça, merci pour la précision, il stocke tout ça dans un stockage sécurisé sur ton disque dur. On estime à 25 gigas à peu près du disque dur qui est réservé pour cette nouvelle fonctionnalité. 3 mois à peu près. Enfin, 3 mois d'historique. Mais de toute façon, il écrase au fur et à mesure. Hein. C'est ça, avec une fonction les plus anciens de ramasse-miettes automatique. Donc les plus vieux sont enlevés pour mettre de la place aux plus nouveaux. Et l'utilisateur peut choisir aussi la quantité d'espace disque qui est définie pour ça. Et puis une analyse
l'analyse automatique se fait en tâche de fond avec de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que sur une copie d'écran, on peut reconnaître des éléments, des gens, etc. Oups. Et donc, on pourrait taper des recherches dans Windows. Dis-moi quand j'ai fait un Teams avec Thierry et Marc, par exemple. Et quand est-ce que Thierry a pleuré la dernière fois qu'on a fait un Teams? Qu'est-ce que Thierry avait dit, puisqu'il collecte les sons, les images, le texte, et qui croise ça avec d'autres données comme les adresses IP, les réseaux, etc. Donc, sur le papier, il y a un côté waouh, je peux rechercher tout ce que j'ai fait dans mon passé. Ça pose des questions de sécurité monstrueuses. Je comprends pourquoi on y pense. Mais non. C'est pas tellement de sécurité, c'est de privacy, de confidentialité. Privacy. Alors évidemment, ils disent que tout ça c'est chiffré, que ça quitte pas de vos PC, ça part pas dans le cloud. Oui, mais si quelqu'un met la main sur notre PC, ou s'il y a une faille, parce qu'il y en aura à un moment ou une autre dans l'algorithme de stockage, ça veut dire que les 3 derniers mois de ton activité, tout ce que tu as été voir sur le web, les sites web, mais pas rien que les URL, des copies d'écran, sont enregistrés et accessibles là-dessus, et ça fout vraiment la frousse, pardon. Wow. Et évidemment, toutes les associations de confidentialité, ont déjà levé le drapeau rouge en disant on ne veut pas de ce truc-là. Donc c'est en preview pour le moment. Ils attendent du feedback, donnons-leur du feedback et puis on verra bien. Il y a quand même des filtres, si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, ce qui est sous DRM, des vidéos, des images, etc., sont automatiquement pas grabés. On peut aussi supprimer soi-même des grabs, etc. Des screenshots. On peut mettre une liste de sites web aussi qu'on ne veut pas qui screenshot. Ou d'applications. Ou d'applications. Si je vais tous les jours sur YouPorn, par exemple, je peux mettre YouPorn en blacklist. Il n'y aura pas grand-chose comme image dans ton truc, mais c'est pas grave. Lui, il a 12 ans d'images sur ses 25 gigas, mais c'est parce qu'il a dit pas YouPorn. Voilà. Ça laisse de la place pour le reste. Pornhub. Voilà. Bon, on est déjà démonétisé 10 fois, donc c'est pas grave. Voilà. Mais voilà. Et alors l'autre truc, c'est que par contre, quand tu tapes un mot de passe, s'il est en clair dans l'image, ça par contre ils vont pas le masquer. Ça va se voir. Un numéro de compte ou un numéro de carte de crédit, s'il est en clair sur le formulaire web, ça se verra. Évidemment, il faut du matériel spécial pour ça, les fameux Snapdragon dont on parlait avant. Oui, tout à fait, pour faire tourner Elite et X puces, donc ça marchera que sur les Windows ARM avec ces processeurs. Oui. Parce qu'il faut de certaines spécificités particulières, et c'est le Elite le plus gros de ces deux processeurs qui est d'ailleurs le plus souvent rencontré sur les machines dont on parlait là il y a quelques minutes, et qui permet de vraiment faire tourner de manière optimum Copilot+. Ouais. C'est ça, ce sont des Neural Processing Units, donc ce sont des coprocesseurs dédiés aux réseaux neuronaux, comme il y a sur les chips Apple d'ailleurs aussi. Il y a des Core AI sur les machines Apple, il y a des Core AI sur ces Snapdragon de Qualcomm, dont Windows prend parti pour les aspects IA. Ils m'ont donné faim avec leur build, si je puis me permettre. Mais tout ça est très vendeur. J'attends de voir un petit peu comment ça va se passer. Ce nouveau, en marge de la build, ces nouveaux processeurs ARM, j'attends de voir comment ça va fonctionner, si ça va être vraiment, comme on le disait là tantôt, performant, et ça va challenger réellement Apple. À mon avis, ça va être de nouveau une guerre de kékettes, comme souvent, et de communication surtout. Donc voilà. Mais bon, ça va énerver tout le monde. Mais on va essayer de rester froid, d'avoir des analyses froides chez les technos et se dire, ok, est-ce que ça fonctionne mieux, moins bien, qu'est-ce qui est mieux, pour être tout à fait clair avec tout le monde. Évidemment, dès qu'on en aura sous la main, si on en a sous la main, ce sera pas tout de suite, mais ce sera intéressant de voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'on a bien fait le tour de cette bulle? Il y avait certainement d'autres choses à dire, parce qu'il y a la keynote de présentation, il y a d'autres choses. Oui, allons-y. Peut-être lancer une question à notre audience, c'est la question du coût, parce que c'est vrai que on a énuméré ce côté un peu taquin de Microsoft, de dire que voilà, on peut enrichir certaines fonctionnalités, mais on va payer au coût, à l'usage, les API de OpenAI, les API de OpenAI. C'est vrai que là, c'est un peu ambigu. Est-ce que, par exemple, toutes ces fonctionnalités vont aussi être des options, comme on l'a sur l'automobile, rappelez-vous, BMW qui met en abonnement le chauffage des sièges, c'était mesquin,
Mais est-ce qu'on va vers ça pour les systèmes d'exploitation ? Moi, je me pose la question, parce que j'ai l'impression que là, pour le coup, l'utilisateur serait pas prêt, mais disons, il comprendrait que ces options coûtent de l'argent, comme tu le disais, une requête, c'est 1 litre d'eau d'énergie consommée. Ouais. Je ne serais pas étonné. Il faut qu'ils se retrouvent. Ouais. Un début de réponse peut-être. Je ne serais pas étonné si, d'aventure, à un moment donné, que ce soit Apple ou Microsoft, disent l'OS, on vous le donne gratuitement. Mais par contre, si vous voulez le faire fonctionner avec telle fonctionnalité, il faut mettre la main à la poche. Il faut prendre un abonnement. Un petit peu comme tu ne payes pas, enfin si tu le payes dans l'achat de ton appareil, mais tu ne payes pas Android ou iOS par exemple, tu ne payes pas le système d'exploitation en tant que tel, ou en tout cas il est englobé dans le coût global, mais par contre il gagne sur les apps payantes, enfin voilà, tout cet aspect-là. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça, avec quelque chose où quand tu diras que tu as quel système d'exploitation, je suis plutôt à Microsoft avec Windows 11 ou Apple avec mais ça ne voudra rien dire parce que tu n'auras peut-être pas les mêmes applications et les mêmes outils que ton voisin, quoi. C'est ça va créer des fractures, certainement. Enfin, je le pense. C'est un début de réponse. Si vous, effectivement, qui nous écoutez, en avez d'autres ou allez dans ce sens-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir par les canaux habituels sur notre site lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube où on vous lit également. On a bien fait le tour de tout ça. On peut ranger les jouets jusqu'à la semaine prochaine et continuer forcément la veille tout au long de la semaine pour vous délivrer la semaine prochaine un nouvel épisode. Je pense que Sébastien sera de nouveau de la partie, si je dis pas de bêtises, pour le prochain épisode. Il rempile la semaine prochaine avec David. J'ai peur de dire une bêtise. Vous découvrirez tout ça en temps utile, comme on dit dans ces cas-là. Passez une très très bonne semaine. On se dit à très bientôt. Salut. Salut. Bye bye.